Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous présenter et de vous expliquer le mieux possible le premier cours du module protection intégrée et durable. Rappelez-vous que c'est un module destiné aux étudiants Master 2, spécialité écologie microbienne, filière écologie et environnement à l'université Mohamed Bouguera de Boumerdès. Donc, le premier chapitre s'intitule Évolution des maladies et des systèmes de production. Nous allons commencer d'abord par une introduction au module. L'agriculture moderne fait face à des défis croissants en matière de durabilité et de sécurité alimentaire. Parmi ces défis, la protection des cultures contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes demeure une préoccupation majeure. Le module de protection intégrée et durable des cultures propose une approche holistique pour répondre à ces enjeux en combinant diverses stratégies et techniques visant à minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, tout en maintenant une production agricole viable et surtout rentable. Aussi, la protection intégrée et durable est une approche qui vise à utiliser de manière rationnelle et synergique différents moyens de lutte contre les nuisibles, en privilégiant les méthodes écologiquement et économiquement viables. Elle repose sur plusieurs principes fondamentaux, tels que la surveillance et l'identification précise des ennemis des cultures, l'évaluation des seuils d'intervention et aussi l'application de méthodes de contrôle biologique, mécanique, physique et chimique de manière intégrée. D'abord, quels sont les différents systèmes de production agricole? Il faut d'abord définir ce que c'est qu'un agrosystème ou bien euh, un écosystème écologique ou bien agronome. L'agrosystème ou agroécosystème est un terme désignant l'ensemble des écosystèmes constitués par les différents types de cultures et de façon générale des différents milieux naturels modifiés par l'homme afin de les mettre en culture, ou bien pour y pratiquer l'élevage. On constate que la création d'agroécosystèmes s'est traduite par une diminution considérable de biodiversité, l'homme favorisant une seule espèce, celle qui est cultivée et éliminant toutes les autres. Deuxièmement, quels sont les différents types de systèmes de production agricole connus ou bien appliqués jusqu'à présent? Plusieurs types de systèmes de production agricole peuvent être distingués. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. C'est la plus courante des pratiques agricoles que l'on connaît sous le nom d'agriculture conventionnelle ou intensive. Pourquoi intensive? Ben, tout simplement parce qu'il y a une utilisation intensive, exagérée et abusive des produits chimiques. Ce mode de production implique l'utilisation de traitements réalisés à partir de produits chimiques dans le but de protéger les cultures ou bien les plantes cultivées contre les maladies et les insectes nuisibles, c'est ce qu'on appelle également les ravageurs des cultures. Deuxième mode de production, c'est l'agriculture biologique. L'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle sont des systèmes de production agricole que tout oppose. En effet, l'agriculture biologique est inscrite dans une démarche écologique, c'est-à-dire il y a respect de l'environnement. L'usage des produits chimiques est proscrit, c'est-à-dire interdit, au profit de solutions plus respectueuses de l'environnement et aussi de la nature et de notre santé. Nous avons également
l'agriculture raisonnée. C'est une méthode de culture issue de l'agriculture durable. L'agriculture raisonnée participe au développement des exploitations agricoles et à l'amélioration de leur rendement tout en limitant leur impact sur l'environnement. En effet, comme son nom l'indique, l'agriculture raisonnée mise sur une utilisation raisonnée des produits chimiques. Donc tout simplement, l'agriculture raisonnée suppose, ou bien se repose si vous voulez, sur une utilisation rationnelle, raisonnée des produits chimiques. Nous avons également l'agriculture durable. Elle se réfère à la capacité qu'une unité agricole particulière, ou bien dans une perspective globale, la planète elle-même, étant donné que la planète aussi est un immense agrosystème, doit continuer à produire dans une succession sans fin, mais avec un minimum d'acquisitions étrangères, c'est ce qu'on appelle les intrants, essentiellement les engrais chimiques, etc. Elle s'inscrit dans le développement durable. Nous avons également la notion d'agriculture intégrée. C'est un ensemble de pratiques agricoles qui mêlent agriculture biologique et conventionnelle. L'objectif de ces moyens de production est de proposer une agriculture plus durable, c'est-à-dire à long terme, notamment en utilisant des moyens naturels et des mécanismes régulateurs proches de ceux qui existent dans la nature. Donc, dans ce cas-là, dans l'agriculture intégrée, l'homme essaye d'imiter les processus et les mécanismes naturels. Il s'agit en particulier de remplacer les intrants qui sont problématiques car polluant les sols, producteurs de gaz à effet de serre. Et aussi, ils sont coûteux. Avant de passer à autre chose, la biocénose et le biotope sont reliés entre eux par des interactions qui peuvent être biotiques et abiotiques. Donc, les interactions biotiques, c'est l'ensemble des interactions c'est-à-dire qui sont constituées ou bien qui se réalisent entre les éléments de la biocénose, c'est-à-dire entre les êtres vivants. Et d'autre part, il y a des interactions abiotiques. C'est par exemple l'action des éléments du biotope sur la biocénose. Quatrièmement, l'évolution des maladies des cultures. En agriculture, les plantes sont menacées par des maladies causées par des micro-organismes, tels que les virus, les bactéries ou encore les champignons. Ces maladies causent d'importantes pertes de rendement pour l'agriculteur sur les cultures vivrières, fruitières, légumières, etc. En particulier dans les zones tropicales et tempérées chaudes. Les produits phytosanitaires étant inefficaces contre les bactéries et les virus, il faut donc trouver d'autres moyens de réduire les risques d'infection, en particulier en évitant d'introduire ces micro-organismes. Donc là, il s'agit d'intervention en amont. Quels sont les principaux agents phytopathogènes et ravageurs des cultures, c'est-à-dire qui causent des maladies pour les cultures ou bien pour les plantes cultivées? Nous avons d'abord les champignons. Les maladies causées par les champignons, on les appelle les maladies fongiques ou bien les maladies cryptogamiques. Exemple, l'alternariose. Donc, l'alternariose, les principales plantes touchées sont essentiellement les carottes, les tomates, la pomme de terre, le tournesol, etc. Comment cette maladie se manifeste? Par le brunissement des feuilles et des fruits ainsi que la pourriture des tubercules. La cause, donc la maladie fongique, est causée par un champignon Alternia, ou bien appelé également l'Holocladium, suite à une atmosphère trop humide.
Donc, c'est un climat qui favorise le développement de ces champignons, c'est-à-dire la condensation ce tunnel plastique ou la rosée en plein champ. Le deuxième germe phytopathogène, ce sont les bactéries. Par exemple, par exemple de maladies causées par les bactéries, nous avons le chancre bactérien des agrumes. Et les principales plantes touchées, ce sont les agrumes, tels que le citron, l'oranger, etc. Pour la description de cette maladie, elle se manifeste par des lésions sur les feuilles, les tiges et les fruits des arbres infectés. La cause, une bactérie qu'on appelle Xanthomonas axonopodis. Troisième agent phytopathogène, ce sont les phytovirus. Et les maladies causées par les phytovirus, on les appelle les viroses. Par exemple, la nécrose, dont les principales plantes touchées, donc là, il y a plusieurs cultures. La description de cette maladie, elle se manifeste par une mort prématurée des cellules d'un tissu ou d'un organe. Et la cause de cette maladie, il y a plusieurs virus selon le type de. Sur ce, je vous remercie pour votre attention à d'autres vidéos, Inch'Allah.